sommaire de cette édition, 75% des travaux exécutés à la satisfaction des autorités. Le barrage hydroélectrique de Kaleta avance à grands pas. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a visité ce mercredi ce site. Les résultats sont encourageants. Les autorités de l'éducation s'engagent à organiser des examens dépourvus d'irrégularités. Les discussions se poursuivent entre les cadres du département pour le bon déroulement de la session. La campagne de vaccination contre la méningite a été lancée à Sigiri. L'action vise à réduire le taux de mortalité de l'épidémie qui a fait une trentaine de morts dans la savane. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République était ce mercredi sur le site du barrage hydroélectrique de Kaleta. Professeur Alpha Condé est allé s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. C'est la première visite du président Alpha Condé sur ce site. 75% des travaux ont été exécutés à ce jour à la satisfaction des autorités guinéennes. Voici le reportage signé de Sanassi Keita et Doudou Traoré. Lancés le 4 avril 2012, les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kaleta avancent à grands pas. Un barrage avec une capacité de 240 MW financé par le gouvernement guinéen à hauteur de 526 millions de dollars. Ce mercredi 11 juin 2014, le président de la République arrive sur le site. Professeur Alpha Condé est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de cette infrastructure énergétique avec le génie créateur de l'Empire du Milieu, CWE, China International Electric and Water Corporation. De la zone de production du courant électrique à celle de distribution, tout a été passé au crible par le chef de l'État. Les enjeux de ce barrage, c'est comment transformer les potentialités énergétiques de la Guinée pour servir l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, la Guinée est le chapeau de l'Afrique. Nous avons plus de 100 positions de barrages, dont les principaux sont sur le concours, c'est-à-dire Garafri, Kaleta, Swapité et Amaria. Donc ça c'est le deuxième après Garafri, et qui va être suivi tout de suite par Swapité et Amaria. Donc avant même la fin de ce barrage, on commence à négocier la construction du barrage de Swapité. Parce que notre ambition, c'est non seulement de donner le courant à toute la Guinée, mais aussi de donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Un ambitieux projet du président de la République qui permettra sans nul doute dans les mois à venir d'assouvir les attentes des citoyens en matière d'électricité. Nous avons commencé par l'évacuateur de pluie, nous sommes passés par le barrage, vous avez vu que l'évacuateur de pluie est terminé, le barrage aussi il est terminé, nous sommes en phase de terminaison de la prise d'eau usinière et le vidageur de fond aussi est terminé. Alors l'usine va finir dans 6 mois, on va terminer l'usine et au mois de mars 2015 on va faire la mise en œuvre et au 31 mai 2015 nous allons lancer la première turbine qui va donner 80 MW aux populations de Conakry et de la ligne interconnectée Tombo, système Samu, Garafri, Kinko. Ça veut dire quand on va mettre le courant, c'est jusqu'à l'AB où il y aura le courant 24 heures sur 24. La fourniture de l'électricité aux Guinéens est l'épineux problème que le chef de l'État a pris à bras le corps depuis son arrivée au pouvoir, il y a maintenant plus de 3 ans. Pour professeur Alpha Condé, la seule solution pour résoudre définitivement cette pénurie passe nécessairement par la construction des barrages hydroélectriques. La Guinée est confrontée au problème d'électricité parce que pendant 50 ans, on n'a pas investi ni dans la production, ni dans le transport, ni dans la distribution. Donc il fallait reprendre tous ces problèmes. Mais il est important qu'on produise d'abord, mais tout en produisant dans quel état, en même temps nous travaillons pour reprendre tout le transport et la distribution. Kaleta est le premier jalon parce que nous voulons arriver à 6000 MW très rapidement, puisque ce qui va nous permettre, en plus des mini-barrages que nous allons construire comme Tikuso, mini-barrages que nous allons construire à Guéguédougou, en forêt en Haute-Guinée, ces grands barrages vont servir à l'industrialisation parce que nous avons l'ambition de ne plus être seulement exportateur de bauxite mais exportateur d'aluminium, de ne plus être seulement exportateur de minéraux de fer mais exportateur d'acier. Donc les mini-barrages vont servir à la population et les grands barrages à l'industrialisation. Tefa, Tessiga, Namufalama Sono, Alpha Condé Barafa Kourana. Ce qui veut dire en langue du terroir que le courant est venu, le courant est parti. Cela ne se dira plus. Alpha Condé a amené le courant
à travers le barrage hydroélectrique de Caleta. C'est en substance ce qui ressort de la chanson de ces jeunes résolument engagés à soutenir le président de la République dans la réalisation de ses nombreux projets pour le développement de la Guinée. Ici, le chef de l'État a appelé les populations riveraines à préserver jalousement les installations du barrage hydroélectrique de Caleta. Un barrage en béton compacté au rouleau d'une hauteur sur fondation de 22 mètres avec une longueur totale d'environ 1145 mètres. Enfin, à 27 km du barrage hydroélectrique de Caleta, nous voici dans la sous-préfecture de Badi. Badi, où le président de la République a procédé à l'inauguration de ce pont appelé Badi. Une infrastructure routière de 200 mètres de long avec une capacité de 140 tonnes qui fait la fierté des citoyens de la localité. Aujourd'hui, en effervescence. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta devient une réalité grâce à l'engagement du chef de l'État. 3 tribunes sont en construction. La première sera officiellement lancée au mois de mai 2015. Notez bien, les travaux avancent à grands pas. Plus de 2000 ouvriers travaillent sur ce site. Le reporter Mahamoud Bari, Adama Traoré Elsa rentre de Caleta sur ce reportage. Nous voici à Kassia dans la sous-préfecture de Badi-Tombo. C'est ici que sera implanté l'un des plus grands barrages hydroélectriques de la Guinée. Une volonté d'un homme d'État qui a cru à la valorisation des nombreuses potentialités du pays. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta est une réalité. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes composées d'ouvriers, d'ingénieurs et autres experts en génie civil s'activent sur le chantier. Un chantier où se relayent des équipes 24 heures sur 24. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta, c'est 3 tribunes de 80 MW chacune. C'est aussi 200 000 m3 de béton, le tout soutenu par 500 000 m3 de terrassement. Un ouvrage qui grandit à chaque instant. Des milliers de tonnes de fer et de ciment pour construire le mastodonte. Il est composé donc d'un barrage prise d'eau avec 3 ouvertures et d'une vidange de fond qui permet de réguler les flots quand ça passe et d'une surverse, je dirais, quand il y a des crues. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas forcément dans l'avancement général du projet qu'on voit ici, mais c'est l'avancement du matériel qui doit être mis, c'est-à-dire tout ce qui est alternateur, turbines, etc., qui sont déjà fabriqués. On a déjà fait des essais au mois de juin en Chine. Et c'est surtout ça le sujet, parce que ici c'est, je dirais, les équipements support, c'est-à-dire c'est les endroits où on va mettre plutôt tout ce matériel d'infrastructure. Ce projet d'aménagement d'un coût global de 526 millions de dollars américains permettra d'installer plus de 82 km de lignes de transport jusqu'au premier poste de Manéa. La première tribune sera lancée en mai 2015 et ce barrage a une hauteur de 22 mètres de haut. Il y a aussi les lignes qui sont entre les deux qui permettent d'acheminer l'électricité jusqu'à Conakry, voire jusqu'à Fria, puisqu'il y a une ligne qui est prévue jusqu'à Fria. Le fleuve Concouré dispose d'importantes réserves d'eau. Il couvre les sites de Garafiri, de Soapiti, de Caleta et de Amaria. La mise en valeur de ce réseau hydraulique viendra régler le problème d'électricité en Guinée. C'est ça le projet de barrage hydroélectrique de Caleta, un projet du chef de l'État, Prosper Alpha Condé, pour régler définitivement le problème d'électricité, mais surtout amener les partenaires à investir en Guinée, toutes choses tendant à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Et puis Mahamoud Bari, Elsa, Salassi, Keita, Doudou Traoré, merci. Vous suivrez demain l'intégralité de la visite du chef de l'État à Caleta dans la rubrique Info Plus. Dans le même registre, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce soir même à la remise d'un nouveau transformateur destiné aux 13 quartiers de la haute banlieue. Une action qui va améliorer la desserte en électricité. Nous y reviendrons avec Hadi Kamara dans les prochaines éditions d'information. On ne change pas de sujet. L'électricité de Guinée à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines aux pannes électriques survenues. Ce
le réseau qui alimente une bonne partie de la commune de Dixine. Avec l'appui de l'entreprise Travaux Techniques Groupe Guinée, les travaux de réparation se poursuivent. Reportage Mohamed Sia Souma. Le délestage du courant électrique dans les quartiers de l'Andrea, Cameroun, Kamayen, précisément l'hôpital Donka et la grande mosquée Faisal trouvent leur source ici sur le pont 8 novembre. Les dites installations sont couvertes par cet échangeur qui relie la banlieue au centre-ville. Électricité de Guinée et DG s'active auprès de TT Groupe Guinée à installer de nouvelles conduites souterraines de 115 mètres de longueur devant traverser l'autoroute jusqu'au poste du jardin du 2 octobre. Ce forage consistera à traverser ces grands ouvrages que vous voyez, le pont du 8 novembre ici. Et après ce passage, il faut loger des bus, puisque malheureusement pendant la construction de cette route, les bus n'ont pas été placés à ce niveau. L'entreprise TT Groupe Guinée dispose d'équipements et de technologies allemandes pouvant réaliser des forages horizontaux de 100 à 600 mètres. Nous sommes venus ce matin pour travailler dans ce chantier-là, pour pouvoir faire passer ce câble électrique MT souterrain sous les goudrons jusqu'au poste du 8 novembre pour pouvoir alimenter la cité ministérielle, la grande mosquée Faisal et l'hôpital Donka. Très prochainement, l'électricité de Guinée va entamer les dernières phases de l'opération. Une manière de fiabiliser la desserte en courant électrique dans ces différents quartiers de la commune de Dixine. Et puis demain à Kaloum, dans la commune de Kaloum, donc, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, va officiellement procéder à l'inauguration du premier centre de loisirs, Zone Bleue, un centre moderne de la capitale. Vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Les députés de l'opposition ont décidé de suspendre leur participation au débat parlementaire, raison évoquée le manque de dialogue entre le gouvernement et les partis politiques de l'opposition en vue de faire appliquer les accords de 3 juillet. Le gouvernement, soucieux de la paix sociale, invite l'opposition au dialogue. Tierno Younoussaba a tendu son micro au ministre porte-parole du gouvernement. Suivez ce reportage. L'opposition guinéenne parlementaire décide de suspendre sa participation aux différentes activités de l'Assemblée nationale alors que le Parlement guinéen doit ratifier les jours à venir le cadre d'investissement du méga-projet Simandou. C'est elle qui s'est présentée pendant la campagne législative devant ses électeurs en présentant son programme et en disant qu'elle allait le défendre auprès de l'Assemblée. Elle a commencé à le faire avec un certain nombre de projets de loi qui sont passés devant l'Assemblée et pour lesquels tous les ministres qui sont passés ont félicité la qualité du travail et des débats qui ont eu lieu et avec les députés de la mouvance et ceux de l'opposition. Si aujourd'hui, à 3 jours d'une échéance majeure pour l'histoire de la Guinée et sans précédent dans l'histoire de l'Afrique, l'opposition décide de se retirer du débat parlementaire, c'est d'abord sa responsabilité, mais bien entendu nous le regrettons. C'est un projet qui est tellement important pour l'avenir de notre pays, pas seulement au niveau minier, mais au niveau infrastructurel, au niveau énergétique et au niveau de l'emploi, qu'il nous paraît inconcevable qu'une partie de la population n'en fasse pas partie, au moins dans la décision qui doit être prise. L'opposition accuse le pouvoir de son refus de dialoguer en vue de mettre en application les différents points des accords du 3 juillet. Les accords du 3 juillet prévoyaient certes qu'il y ait un cadre suivi des accords du 3 juillet qui nous menaient aux législatives. Nous avons dépassé cette étape. Quand vous regardez le libellé de cet accord, il est prévu que dans ce cadre de suivi, il y ait des facilitateurs internationaux et ainsi de suite. La Guinée ne va pas quand même éternellement être suspendue à l'action et à l'intervention des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO pour régler des questions qui sont réglées par ces textes. Nous avons dépassé le stade de la transition. Il faut que chacun le comprenne. Vous savez, de la même manière que la Constitution défend le droit de l'opposition, enfin des citoyens d'ailleurs, à manifester, de la même manière, cette Constitution impose un devoir au gouvernement, celui de préserver la sécurité et la paix sociale. Pour l'heure, les tractations sont en cours pour amener l'opposition à de meilleurs sentiments, une manière d'apaiser le climat sociopolitique. Un appel qui va certainement tomber dans de bonnes oreilles. Pour l'examen et la ratification du projet de loi d'investissement et d'exploitation des minerais de fer du mont Simandou dans la préfecture de Beila, les honorables députés de la commission mine se sont rendus sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Une démarche qui devrait permettre aux élus du peuple de prendre la bonne décision. Sylvie Talno, Cheikh Sanko, reportage.
Ce projet de plus de 20 milliards d'investissements pourrait accroître le PIB guinéen au cours des prochaines années et générer environ 45 000 emplois. Il pourrait aussi favoriser l'amélioration des infrastructures de base. L'exploitation concerne les sites où les bas et pics de fond qui constituent les blocs 3 et 4 de Simandou. Pic de fond et Ouleba, pic comme indique son nom, c'est le sommet le plus élevé sur la montagne. Quand vous regardez, à partir du niveau zéro de la mer, c'est 1656 mètres d'altitude. Donc tout Simandou, le plus haut sommet se trouve là. Comme vous regardez, vous avez vu la couleur, ici c'est l'hématite, ici c'est la goétite. Donc ce sont les catégories de fer. Avec une production annuelle estimée à 100 millions de tonnes, le projet prévoit la construction d'un chemin de fer de 650 km et un port à feu et carrière dans le respect des normes de la protection de l'environnement. J'ai constaté qu'il y a effectivement eu du travail, des investissements par la société de Timbo sur la chaîne de Simandou. Nous avons visité leur base vie, nous sommes ici aujourd'hui sur le pic de fond et nous avons discuté avec les géologues pour les méthodes de travaux de forage qu'ils ont effectués. Porteur d'espoir, ce projet réjouit les élus à cause de sa pertinence. C'est rassurant. Pourquoi? Parce que j'ai vu une sécurité absolue, j'ai vu l'étude environnementale qui est suivie de près et j'ai vu aussi que la société a tenu compte de la formation et un centre de formation pour les futurs spécialistes. À la suite de cet examen, ce projet pourrait être ratifié le 14 juin prochain par l'ensemble des députés. L'ouverture de la Coupe du Monde Brésil 2014, c'est dans quelques heures. À Conakry, le ministre de la Communication a rencontré les différents chefs de service pour s'assurer des dispositions techniques envisagées pour la diffusion des images. Le ministre Aloussine Makanera Kaki a invité les travailleurs à se mobiliser pour la réussite de l'opération. Cheikh Sankon fait le point. Pour 400 000 $, c'est le montant payé par le chef de l'État pour permettre aux Guinéens, où qu'ils soient, de suivre en direct l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil. Ce geste du professeur Alpha Condé en faveur de tout le peuple guinéen doit être soutenu par le ministère de la Communication qui a la lourde charge d'assurer la diffusion de l'événement sur l'ensemble du territoire national. Cette réunion de concertation de l'ensemble des responsables du ministère s'inscrit dans cette logique. Avec le ministre, ces cadres ont passé au peigne fin tous les paramètres pouvant favoriser la réussite de cet événement mondial. La certitude pour les Guinéens de tout bord de suivre en direct ces rencontres est totale, comme le témoigne ici le directeur technique. Tous les matchs, même si c'est à minuit ou à 1h du matin, nous allons diffuser. Déjà fait un essai avant-hier avec CFI. Nous avons reçu les signaux à partir de Rio. Et le stade, on a montré 3 minutes d'image. Et hier aussi, on a répété la même chose. Donc techniquement, nous avons déjà pointé les antennes et on a déjà les images. Pour le ministre Makanera, il n'y a plus de raison que les Guinéens manquent à cet événement. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a mis sa main dans sa poche pour permettre à la jeunesse de vivre cette Coupe du Monde. C'est pourquoi j'ai décidé ce matin de rencontrer tous les cadres de mon département pour permettre à la jeunesse de la Guinée, je dis bien la jeunesse de la Guinée, pas seulement de Conakry, mais même dans les zones rurales, de pouvoir vivre cette Coupe du Monde et intensement. Au dire du ministre et de ses cadres, tout est au point pour réussir la diffusion de la Coupe du Monde de football Brésil 2014 sur toute l'étendue du territoire guinéen. Tout un challenge. Et puis l'association des jeunes guinéens de France et la Miss Guinée-France reçue par le ministre de la Communication. La délégation a été conduite par le ministre des Guinéens de l'étranger. Les entretiens ont porté sur le projet d'amélioration de la santé maternelle et infantile. Nous y reviendrons. Après 3 jours de discussion autour des préparatifs des examens nationaux, le constat révèle le retard dans l'exécution des programmes scolaires dans les localités touchées par la fièvre Ebola. Malgré cet état de
de fait, les autorités de l'éducation s'engagent à organiser une session dépourvue de toute irrégularité. Amadou Touré. Après une semaine de supervision des ateliers régionaux préparatoires des examens nationaux, le constat révèle l'exécution correcte des cours dans la majeure partie des directions préfectorales de l'éducation. Cependant, la mission a relevé le retard dans certaines préfectures comme Guékédou, Massantan et Bela où le taux d'achèvement du programme varie entre 60 et 65%, alors que la moyenne nationale est estimée à plus de 95%. Ces retards seraient dus à la fièvre hémorragique à virus Ebola déclaré dans ces localités. Et avec un seul atelier, il est vrai que même si toutes les dispositions étaient prises, mais il pourrait avoir des ETL capables d'entacher la régularité des examens. Et il a pensé qu'il faut aller d'un atelier régional à 3 ateliers pour donner l'occasion aux acteurs que nous sommes d'abord d'expliquer réellement et concrètement, de façon objective, les problèmes que nous avons. Non seulement d'expliquer, mais d'en débattre avec les cadres du département pour que vraiment la clarté, la vérité jaillisse dans l'état de l'éducation guinéenne. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation rassure les candidats et les parents d'élèves de l'organisation des examens nationaux débarrassés de toute irrégularité. Je peux vous affirmer aujourd'hui que nous sommes fin prêts pour organiser ces examens et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter tous les acteurs. Vous savez, sur les feuilles d'examen que nous présentons, les cahiers de réponses que nous avons cette année, en plus de l'anonymat qui est caché sur ce carbone qui va être après gratté, le service examen a une autre méthode pour pouvoir déterminer à qui appartient cette copie, même si au niveau du grattage il y avait des problèmes. Donc ceci, vous pouvez être certain, à ce niveau nous n'avons aucun problème. C'est par l'examen d'entrée en 7e année que le coup d'envoi de la session 2014 des examens nationaux va être donné ce lundi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Il sera suivi du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique. En déplacement, le maire central de Dakar est à Conakry. Il répond à l'invitation du gouverneur de la ville de Conakry. Il s'est entretenu avec Soriba Sorel Kamara sur le projet de jumelage de la ville de Conakry et de Dakar. Moussa Bangora fait le point. L'axe de coopération Conakry-Dakar se renforce davantage. Sur invitation de son homologue Soriba Sorel Kamara, gouverneur, le maire central de Dakar séjourne à Conakry. L'entretien des deux personnalités avec les maires des 5 communes de la capitale ont porté sur la coopération décentralisée et le projet de jumelage entre la ville de Dakar et celle de Conakry. Nous sommes venus nous imprégner de l'expérience de le Conakry, échanger, apprendre et certainement construire des relations durables entre nos deux villes. Puisque ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'à travers les collectivités locales que se construit le développement durable. Et nos États l'ont compris et ils nous y encouragent. Et je suis heureux que le président Condé ait pris cette veine-là et pris cette décision de pousser nos collectivités locales à coopérer, à échanger pour construire durablement le développement de nos pays. Au gouvernorat, un accueil chaleureux a été réservé à l'hôte de marque. Des personnalités et groupements de femmes étaient tous mobilisés pour conférer à l'événement un cachet particulier. Le Sénégal est très avancé dans la décentralisation. L'expérience aidant, il l'a si bien dit. Nous l'avons invité pour venir dans la mise en œuvre des options du plan applique sur le changement, de venir participer avec les Conakrykas, le peuple de Guinée, à la matérialisation de tout cela. Il a quitté chez lui à Dakar, il est venu chez lui à Conakry. On le remercie, nous sommes très heureux de le recevoir. Et d'ailleurs demain, on le montrera au siège du RPG Arc-en-Ciel qu'il est le bienvenu ici. Une visite très fructueuse pour Khalifa Boubacar Sall, maire de Dakar. Une distinction honorifique lui a été décernée comme citoyen d'honneur de la ville de Conakry.
L'autre image de l'actualité nationale, le recensement biométrique des fonctionnaires et des contractuels permanents se poursuit à Conakry et à l'intérieur du pays. À Kindia, plus de 4000 personnes sont concernées par cette opération. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration était à Kindia pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Baba Kouyati. À Kindia, l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État concerne 4040 travailleurs. Depuis le début de l'opération samedi, plus de 2000 fonctionnaires ont été identifiés. Près de 200 cas d'anomalies sont constatés. Des anomalies qui vont être analysées et traitées pour prendre en compte des fonctionnaires en situation régulière. L'effectif, on doit le dénoncer. Les abandons de poste, nous devons, tous les chefs de service doivent les dénoncer pour que ce fichier soit assaini dans l'intérêt de tous les fonctionnaires guinéens. Pour le moment, pas de cas de fraude signalé à Kindia. Cependant, le ministre a invité la population à la vigilance pour dénoncer tout cas de fictif. Il s'agit d'assainir les fichiers. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais il faut le dire, c'est aussi la chasse contre les fictifs qui gonflent inutilement la masse salariale et qui empêchent non seulement le recrutement des jeunes qui attendent impatiemment, mais qui empêchent aussi qu'on améliore les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Toutefois, des sanctions disciplinaires attendent les fraudeurs et leurs complices. Des poursuites pénales sont aussi envisagées. Au départ, il y a déjà 18 cas connus, dont certains sont fonctionnaires et d'autres des complices. Les intéressés, c'est-à-dire ceux qui sont poursuivis, s'ils sont reconnus coupables par les tribunaux, encourent une peine allant de 1 à 3 ans. Et assorti d'autres sanctions telles que la possibilité de ne pas avoir un emploi, de ne pas être nommé à un emploi administratif, ne pas être électeur ni éligible pendant une période allant jusqu'à 7 ans. Dans la ville de Kindia, les fonctionnaires concernés se sont fortement mobilisés pour s'enrôler. Je le disais en titre, la campagne de vaccination contre la méningite vient d'être lancée par le gouvernement et ses partenaires à Sigiri. L'action vise à stopper la progression de l'épidémie qui touche plus de 350 personnes. La préfecture de Sigiri et Madiana sont les plus affectées. Sori de Kera a assisté au lancement de la campagne de la préfecture de Sigiri. Suivez son reportage. Sigiri, l'une des 16 préfectures du nord du pays affectées par l'épidémie de la méningite en 2014. Le plus grand nombre de cas est enregistré ici ainsi que dans la préfecture voisine de Mandiana. Les deux localités constituent ainsi le point de départ de la campagne de vaccination initiée par le gouvernement et ses partenaires. Près de 550 000 personnes âgées de 1 à 29 ans sont ciblées par l'opération. Elle dure 6 jours et se déroule selon les stratégies fixes, avancées et mobiles dans le but d'atteindre le plus grand nombre de cibles au terme de la campagne. 354 cas de méningite et 28 décès avec une létalité de 7,9 ont été enregistrés dans les 16 préfectures de la Guinée. La campagne que nous lançons aujourd'hui a pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la méningite dans les deux préfectures ciblées. La tranche d'âge la plus visée pour cette vaccination c'est de 1 à 29 ans, car c'est la tranche d'âge la plus touchée selon nos statistiques qui constitue plus de 90% de nos malades. Pour la réussite de la campagne dans les deux préfectures, des dizaines d'équipes de vaccination sont mobilisées et formées par la direction régionale de la santé de Kankan. L'objectif à terme est de réduire par le vaccin MENAFRIT-VAT, entendez vaccin méningétique pour l'Afrique, tous les cas sporadiques de méningite qui surviennent chaque année avec des flambées épidémiques. Le vaccin protège pendant une période de 10 ans. Nous avons parlé avec les deux collègues des districts sanitaires de Mandiana et de Sigiri pour la mobilisation. Donc c'est l'élément le plus important par rapport à cette campagne. Je pense que c'est la mobilisation. Il faudrait qu'on ait au moins aux environs de 95 à 100% des cibles à vacciner.
La vaccination concerne aussi bien les populations autochtones que celles vivant dans les zones minières. La deuxième phase est prévue en novembre prochain. Elle touchera les 15 autres préfectures du pays touchées par la ceinture ménagée de l'Afrique qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. La politique de décentralisation marque des points. Le district de Bokaria, dans la préfecture de Boké, dispose désormais d'un centre de santé moderne et à l'œuvre d'un fils ressortissant. Ce centre va permettre aux populations de bénéficier des soins à moindre coût et prévoit l'installation d'un programme de conseil des femmes. Les précisions dans ce reportage de Saint-Martin. Nous sommes à Bokaria, un district de Boké. Ici, les habitants ont longtemps caressé le rêve de s'offrir des soins sanitaires adéquats. L'unique dispensaire du village ne répondait plus aux normes. Cette triste réalité n'est qu'un lointain souvenir pour ces habitants qui disposent désormais de ce nouveau complexe sanitaire. Le premier bâtiment comprend des salles de consultation, d'hospitalisation, d'accouchement, de soins, d'observation et d'un bureau. Le second bloc abrite la pharmacie, le laboratoire et le logement du médecin-chef. L'œuvre est de Youssouf Bangoura, un des fils du terroir. Chaque week-end, je suis dans mon village, je sais maintenant ce qui se passe. Même s'il s'agit d'un simple vaccination, du septembre de vaccination, et autrement, il faut se déplacer, soit aller à Yekissa, soit à Kalabou ou bien à Poké. Alors que ce n'est pas tout le monde qui n'a pas de déplacement. En ce jour inaugural, la joie s'est emparée des populations de Bokaria. C'est la renaissance dans ce district, presque dépourvu de tout espace de communauté. Qu'on avait, quand quelqu'un tombait malade, même pour atteindre la route, c'est impossible. À plus forte raison se rendre à l'hôpital. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un centre de santé. Nous allons recouvrer la santé. Pour les autorités sanitaires de Boké, ce nouveau centre de santé va réduire substantiellement les risques de mortalité dus à la distance. Déjà, le président de la République offre un important lot de médicaments à l'établissement par le biais de la pharmacie centrale de Guinée. Le directeur général de cette institution sanitaire promet de renforcer cet acquis par la formation de l'équipe de pharmaciens qui sera déployée sur les lieux. Et puis un forum de plaidoyer des femmes productrices de Guinée se tient à Conakry. Ces femmes sollicitent une assistance technique et financière auprès du gouvernement et des partenaires au développement. Juste après ce journal, Kaba Kondé va recevoir le ministre de la Communication, Alocine Makanera Kaki. C'est dans l'émission Bonne Gouvernance. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.